Bonjour à tous. Je me présente rapidement, je m'appelle X, j'évolue au sein du line-up Heroes of the Storm E-Corp Psycorp et je m'occupe principalement du draft et du shot call de map pour notre team. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous expliquer, d'un point de vue stratégique en tout cas, comment snowball sur la nouvelle map de Heroes of the Storm Nuclear Warhead ou Nuclear Junction, je ne suis pas très bon en anglais, excusez-moi, qui est une map assez stratégique. Euh, Elle a cet aspect de hard snowball qui est vraiment de plus en plus présent, j'ai l'impression, sur les maps de Blizzard. On s'est rendu compte sur la première nouvelle carte StarCraft, quand elle est sortie, elle n'était pas très optimisée, elle se finissait en 12 minutes chrono. Ici, on a fini la game en 15 minutes, donc c'est quand même très 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 rapide. Donc, ce qu'il faut savoir concernant le draft, personnellement, je me rends compte que c'est une carte vraiment très 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 grande et que call les rotations comme on les connaît, c'est-à-dire à 4 joueurs avec un solo laner, c'est très compliqué. On va vraiment rapidement perdre de l'XP. Du coup, je vous conseille de mettre en priorité des héros avec du self-sustain qui ont une bonne tenue de lane pour faire un laning assez classique dans le MOBA en fait, un laning un petit peu à la League of Legends où vous allez juste faire des décalages pour assurer les ganks, la prise d'XP, et pas forcément passer toute la game d'un point de vue très mobile. Parlant de mobilité, on voit que la team ennemie a choisi justement d'avoir ce qu'on appelle une perma-présence de leur côté. Ils ont un DAK, ils ont un Brightwing, deux héros qui peuvent se téléporter sur la carte à n'importe quel moment. C'est un bon choix. En vrai, ça facilite justement la fameuse prise d'XP. Nous, on a choisi de prendre une composition super résistante avec Thrall, avec Raynor, avec Malfu qui donne énormément de sustain, que ce soit en termes de mana ou de vie. Enfin voilà, c'est deux visions de jeu un petit peu différentes. Je vais lancer la partie. Vous pouvez remarquer en termes de placement, on utilise basiquement un placement en 1-3-1. C'est-à-dire, on va mettre un solo laner puissant au top, là en l'occurrence Raynor, qui a son sustain, qui, si elle fait attention, est très résistant et n'est pas très vulnérable au gank. Il doit faire attention à son placement, bien sûr. Au mid, on va mettre le healer, le tank, et par exemple une Liming. Ici, on a mis Liming, on a décalé Liming au bot pour que Thrall puisse faire le camp. Quand timé plutôt pas mal, on voit qu'il est à 1 seconde. Bref. Donc l'idée, un solo laner, un groupe de combat de 3 personnes, une personne avec du sustain ou un autre solo laner. Pas forcément du solo lane, mais on veut des gens qui ne se font pas gank et qui ne sont pas fragiles. Quand un camp pop, envoyez votre personnage avec le plus de sustain pour faire le camp le plus rapidement possible. Il y a peu d'objectifs. La jungle est vraiment minuscule sur cette map. Du coup, c'est très facile de les faire comment dire, de les optimiser tout simplement. Donc une fois que vous envoyez par exemple votre bot laner prendre le easy, vous faites un décalage sur votre personnage qui a le plus de mobilité au bot. Voilà, c'est la base de la prise d'XP. Alors ça va un petit peu vite. Donc l'idée, comme je vous disais, la map snowball vraiment vraiment dure. Vous allez voir sur les dernières minutes de jeu, ça va aller vite. C'est une map où, en termes de call, il faut savoir faire des sacrifices. On se rend compte que les objectifs apparaissent sur toute la carte et suit un schéma assez spécifique, mais qui est quand même un peu dur à prédire. Alors ça, c'est peut-être à cause de notre manque d'expérience sur la carte. Le futur dira si le schéma est vraiment fixe ou si il y a quand même une notion d'aléatoire. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'aléatoire. Du coup, une notion de sacrifice. On se rend compte ici que sur la partie top de la lane, on a 1, 2, 3 tribus. Si on se concentre sur la partie mid et bot de la lane, on a juste 1, 2 tribus. Donc le call, bien sûr, c'est de concentrer le maximum de force sur la partie supérieure de la carte. Donc vous voyez, le call est fait, on commence à déplacer nos personnes sur la mid lane. On a le tank, la Dekari qui décale pour prendre
la tête nucléaire que vous voyez ici. En bas, on a la mid lane qui prend la tête nucléaire ici. Le but, c'est vraiment de faire ça, de se rejoindre ici. Et s'il y a teamfight, il y a teamfight. Et donc, on a peut-être été un petit peu vite avec Toddy, notre main tank. Mais on se fait pas trop punir, ça va. En vrai, sur un bon focus, un bon stunlock, je pense que j'aurais pu finir avec beaucoup de points de vie en moins. Bon, c'est l'intérêt de prendre des personnages résistants, encore une fois. Vu que les déplacements sont longs, on aime avoir du self-sustain. Et ça évite, encore une fois, de se faire éclater si on se fait catch pendant un fight. Donc le focus est donné. Anubarak se retire. Et là, leur main tank est complètement hors position. Il n'a pas suivi le back de l'Anubarak. Il est entouré, il va se faire punir. Juste un kill, et en fait, l'équipe ennemie ne peut plus fight. En bas, on remarque que notre camp de mercenaires push pendant l'événement. Donc l'idée de prendre ce camp de mercenaires timé était excellente. Ça va push la lane et ça nous garantit, peut-être pas de prendre le portail, mais de nous mettre bien en tout cas de prendre des munitions. Retour sur le teamfight. On sécurise la nuke. On regarde s'il y a des kills à prendre, vu qu'on est en surnombre, c'est une bonne chose. Il n'y en a pas forcément. L'équipe ennemie n'a plus de vie et plus de mana, elle retraite. Le call. Donc maintenant qu'on a 2 nukes, on a gagné le teamfight, on veut punir l'adversaire. Du coup, on push. La lane la plus proche ici, c'est la top lane. Donc on commence à éclater le portail, on balance des nukes sur le T2, sur le T1, qui est quand même la structure la plus résistante. On sait qu'on a déjà tué 2 personnages. Du coup, le call, on décale le Raynor. Le Raynor va prendre l'XP au mid, histoire de continuer de snowball légèrement. Et on laisse la botlane free, tout simplement parce que on veut assurer le T2. Le T1. Le T1 est pris. On reprend les rotations. Donc c'est pas des rotations, on va reprendre le laning tout simplement. Là ici on est dans une très bonne position, on remarque que toute la team de combat arrive depuis le top de la lane. S'il y a teamfight, on peut vraiment engage de manière violente. Les ennemis sont pas cons, ils nous sentent arriver grâce à la vision, ils décrochent direct. Et on recommence la prise d'XP. Tralbot, on suit le même schéma encore une fois, on envoie Tralbot qui a beaucoup de sustain, qui est un héros très difficile à tuer, surtout en lane. Et on remarque que l'équipe ennemie est à 4 ici. Donc vu que on veut pas avoir comment dire, on veut pas se faire push nos structures. Les structures sont très importantes sur cette carte. Du coup, tant qu'on n'a pas plus d'informations, voilà, on reste à 4 contre 4. On sait qu'on va pas forcément perdre d'XP. On renvoie le Thrall, bien sûr, faire le camp sur timer, c'est très important. Ils viennent à 5 au mid, on est à 4 contre 5. On fight pas, c'est la base, on engage absolument pas un fight tant que Thrall ne sera pas revenu. Donc j'envoie l'Hyperion pour des push, ça les ralentit, ils se barrent, ils se barrent, ils se barrent. Encore une fois, on ne veut pas engager le fight, on veut juste garder la prise d'XP. Et oula, il est yolo lui. Et pas faire n'importe quoi. Ça poke, ça se regarde. On a le camp qui push bot, le Ticus est allé des push. On reprend notre position. Le Thrall va au top. Et ensuite, c'est une phase de laning un petit peu ennuyante, donc je vais accélérer tout simplement le jeu. Il n'y a pas grand chose à dire hors objectif, on veut tenir notre lane, on veut pas crever bien sûr. Dans ce jeu, le feed est moins punitif que sur League of Legends par exemple, mais il faut quand même vous dire que le but, c'est pas vraiment de prendre des kills sur les équipes adverses, c'est de prendre un avantage stratégique. Et pour avoir cet avantage stratégique, bah, il faut pas mourir. Il faut avoir une équipe à 5, il faut que tout le monde soit prêt à jouer son rôle lorsque les teamfights et lorsque les teamfights commencent. Ok, deuxième série d'events qui arrive. Pas grand chose à dire. On essaie de sécuriser le bot. On essaie toujours de prendre le maximum d'XP.
Tyrael se fait choper. Bon, c'est Tyrael, il a des escapes. Ça aurait pu mal se passer. Heureusement, Thrall disengage. Dodie, la petite esquive. Et en attendant, on a pris la nuke sur la bot lane tout en prenant l'XP. Eux, ils sont toujours bien fac. Hein. Commence à bombarder notre fort, c'est logique, ils essaient de prendre le T1. Encore une fois, on sait qu'il y a des bombes nucléaires qui pleuvent, on veut pas fight. Hein. Même si, théoriquement, fight sous notre fort est une bonne chose, mais voilà, on veut pas se prendre les nukes font beaucoup trop de dégâts. Donc c'est la partie qui commence à être intéressante. Vous remarquez, niveau XP, et niveau structure, on est à égalité. On a une structure de prise en haut, une structure de prise au mid, on a les deux le niveau 12, et on attend d'avoir justement ce petit avantage, cette petite fenêtre pour répondre et essayer de gagner la game. On fait le camp. Bon, Dodie se prend un peu de free poke, mais c'est Dodie, il gère. Et là on se rend compte, qu'est-ce qui se passe? On a le niveau 13. On vient de l'avoir, niveau 13, c'est un palier important qui apporte beaucoup de DPS. Ici, on voit qu'ils ont une compo à double tank. Nous, on a un Thrall, on a un Raynor, deux personnages qui ont le talent tueur de géant. Donc niveau 13, on prend notre tueur de géant, on se dit, bon voilà, on a une fenêtre, on a cet avantage, on va teamfight. C'est un peu... Voilà, alors il y a... C'est un petit peu hasardeux. Je vais faire comme ça vous aurez une meilleure vision du teamfight. Comme ça, hop. Et voilà. Donc, Dodie engage le fight. Encore une fois, on a cet avantage. Niveau placement, bon, c'est pas mal. On voit qu'on peut vraiment prendre cette Anub'arak sur un gros focus. Voilà, le reste de sa team est loin. Ici, ici. Nous, on a le top. Le focus est vraiment défini. Qu'est-ce qui va se passer? On essaie de tuer l'Anub'arak. C'est fait. Oups, désolé. On va refaire. J'ai eu un petit problème de souris. En fait, le problème du mode replay, c'est que si tu cliques sur un héros, il va suivre le héros. Et c'est assez dérangeant pour vraiment avoir une bonne vision pendant les teamfights. Et donc voilà, on reprend le teamfight. Le Anub'arak se fait des pop. La Liming qui snowball, on vise les tanks. Bim. Le KT, bim. La Brightwing, bim. Donc voilà, on a eu notre fenêtre. En fait, le teamfight n'est pas si intéressant que ça. C'est vraiment, on a pu engage avec notre niveau d'avance. On a gagné le teamfight. Et c'est là où on voit que la notion de snowball dans Heroes of the Storm est très présente. Leur équipe est morte. On a toute la carte pour nous. Du coup, on veut faire le boss, c'est logique, on gagne un teamfight, on prend le boss. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte est tellement grande qu'en fait, avoir cette notion de double menace, c'est-à-dire on va avoir le boss qui push la botlane, toute l'équipe doit le gérer. Pendant que la botlane est push, nous, on a vraiment tout le reste, enfin l'équipe bleue est bloquée au bas de la carte. Donc on a tout le mid et le haut de la carte pour évoluer librement. Ici on voit niveau objectif, ça commence à me faire chier cette caméra. Niveau objectif, on a un camp de mercenaires ici, on a un boss ici, on a un autre camp de mercenaires à innover, donc on a vraiment beaucoup d'options stratégiques. Donc eux, ils veulent pas nous laisser le boss, c'est logique. Ici on est à 10 minutes de jeu, les temps de rip-hop sont très rapides, l'équipe ennemie revient. Un petit peu un par un, ils sont pas très coordonnés, leurs tanks sont très YOLO, ça va leur coûter le teamfight d'ailleurs, ils nous engagent. Là où c'est à leur avantage, c'est qu'on voit qu'on a déjà pris du poke du boss. Ce boss est très puissant, il y a beaucoup de dégâts de poison, beaucoup d'AOE. On peut plus ou moins perdre le fight. Bon ici, ça m'énerve cette caméra. Ici on a vraiment le Malfu qui fait un super taf, donc je vous remonte la scène. L'intérêt de Malfurion,
actuellement, c'est qu'il peut avoir un heal mono-cible très correct, et il peut prendre le talent Rêve du Crépuscule au niveau 10. Rêve du Crépuscule, quel est son intérêt? En gros, vous avez une team qui vous dive dessus. Vous avez un Greyman, vous avez une Lunara, vous avez vraiment une saleté. Ça vous saute dessus. Le Malfurion fait péter le rêve qui donne un silence de 3 secondes et qui fait surtout 648 points de dégâts ici au niveau 14. C'est énorme. Ce qui fait que leur jumper, en fait, si c'est un squishy, comme bah, la Lunara qui vous saute dessus avec sa lance ou le Greyman, il va juste exploser. Et c'est ce qui se passe ici, même avec des tanks, vous remarquez. Les tanks dive, ils veulent prendre le spot du boss. Malfurion, bim, silence. Les mecs sont silence. Perte de la vie. La Liming qui steamroll. On détruit leur team. Pour dire qu'il y avait quand même une foreuse de Ticus qui nous tapait dessus. Donc je pense que niveau fight, ils étaient assez... C'était even. Le silence de Malfurion a vraiment aidé. Donc ici, on a le fameux boss qui push la bot lane. Nous, on prend les camps. On envoie les gens regen, pour ceux qui peuvent. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, si vous regardez la carte, on a 2 nukes qui arrivent sur la bot lane. On a un nuke mid et un nuke top. Donc, basiquement, on pourrait se dire, ah, mais c'est génial, on contrôle la bot lane, on a le boss qui push, on n'a qu'à aller récupérer les free nukes sur la bot lane. Et à mon avis, ça serait une erreur. La bot lane, justement, est déjà sous notre contrôle. Et on sait qu'on ne peut pas avoir tous les nukes de la carte. Il faut faire des sacrifices. Donc là, l'idée, c'est de jouer justement sur le principe de double menace. Leur équipe est morte, ils vont pas pouvoir dépush le boss avant, on va dire, 25-30 secondes avec leur temps de repop. Donc, nous, on se concentre sur le mid. On prend le nuke au mid de la carte. Notre idée, c'est de profiter de cette notion de double menace pour prendre le camp de mercenaires hard qui push très fort ici. Prendre le nuke top. Donc vous voyez, le déplacement est très fluide. On fait vraiment tac, 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 tac. On passe d'un objectif à un autre. En termes de call, c'est encore assez simple. Le seul... voilà, la seule décision à prendre, c'est qu'est-ce qu'on sacrifie. Et pourquoi on le sacrifie. Utiliser ce principe de double menace, c'est vraiment très intéressant. Parce que ça met l'ennemi en tenaille. Et nous, ça nous met, en termes de rythme, en termes de tempo, ils sont bloqués en défense, et nous, on a toute l'attaque du monde. Donc, on a pris nos nukes, on a les hards qui commencent à push. À ce moment-là, on n'a pas la vision, mais on se doute bien que eux vont aller au bot pour récupérer les nukes, c'est logique. Du coup, le boss top est free, on prend le boss top. Qu'est-ce qui se passe? On a pu, grâce à un seul teamfight pris au bon moment, prendre 2 niveaux de différence, donc encore une fois, avoir un palier supérieur à l'adversaire en termes de talent. Et on a pu récolter 4 nukes en fait. Avec 4 nukes, on peut défoncer un T2 et carrément défoncer un corps. Donc, on a notre méga push sur la lane. Plutôt que d'essayer de split push ou quoi que ce soit, on veut accentuer les mercenaires, le boss, etc. Donc le call est simple, on prend le T2 et on essaie de finir la game. Je vais mettre la caméra sur le tank, ça sera plus simple niveau... Encore une fois, je suis désolé, je suis pas habitué à faire ces analyses de replay, donc la caméra c'est pas ouf. On a les mercenaires, le boss qui push. Ils sont venus défendre, le placement... Enfin, Ticus met sa tourelle, il la met très bien. Et je me souviens avoir fait une erreur ici. C'est voilà, j'ai voulu grider, je me suis dit, bon... Le problème en fait des nukes, c'est qu'il faut se placer très très près pour les lancer. Donc à la place d'attendre que le portail tombe et qu'on puisse engage la teamfight, parce que le portail nous empêche de dive dans leur team, je me dis, je me fous sur le côté et je vais poser ma nuke. Problème, quand tu balances ta nuke, t'es immobilisé, donc je me retrouve complètement free pour le KT qui balance sa combo, et je vais prendre très cher. Hop,
Ça, c'est un petit détail, c'est histoire de vous dire que voilà, les nukes, on n'est pas obligé de les péter tout de suite, c'est même souvent une erreur. Vaut mieux attendre que ce soit safe plutôt que de vous prendre des dégâts gratuits en fait à vouloir grid. Donc le portail est tombé, on engage le fight. Donc, comme vous vous en doutez, on a un boss qui push, on a des ogives nucléaires, on a absolument tout pour avoir encore une fois cette situation avantageuse et détruire l'équipe ennemie. Donc voilà. Euh, Comment on peut résumer cette partie? Faire des sacrifices et utiliser ce principe de tenaille et de double menace pour mettre l'adversaire, pour bloquer l'adversaire en fait dans une position défensive. Utiliser les camps de mercenaires, le boss, pour push la lane. Ça paraît débile, mais c'est très important de les utiliser à bon escient. Et toujours engage le teamfight à partir du moment où on a un avantage, que ce soit en termes de placement, que ce soit, comme on a vu, le teamfight sur la nucléaire, enfin la première nuke, leur DAK était mal placé. Donc on a eu un free kill, ils se sont retrouvés à 4 contre 5, on a pu gagner le teamfight. Deuxième situation, on avait un petit peu d'XP d'avance, on a pu fight à niveau 13 contre niveau 12, c'était un avantage, on engage, on fight. Et bien sûr, la dernière situation, on avait encore une fois, on avait un petit peu tout, donc voilà, voilà. Alors voilà, on termine cette première vidéo d'analyse sur les nouvelles maps StarCraft. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre deux, trois petites choses sur la stratégie de Heroes of the Storm en général, ou justement en particulier sur tout ce qui est nuke, les notions de rythme et de soaking. Vous avez vu, un tout petit peu de soaking nous a vraiment permis de prendre la game. On parle de une ou deux vagues de creep, donc c'est très important de se concentrer là-dessus. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, les réseaux sociaux. On est disponible, on répond à vos questions. Je vais essayer de continuer de fournir du contenu, en plus des vidéos, bien sûr, des best-of de nos entraînements, donc du contenu régulier si possible. Je vous souhaite une toute bonne fin de journée à tous, et puis à tout bientôt sur Internet. Ciao!